gentille et vertueuse et qui voudrait protéger les données personnelles et notamment les données sensibles des utilisateurs. Et puis de l'autre côté, les vilains américains, Shoshana Zuboff avec le capitalisme de surveillance l'a très bien démontré, tout ce qui s'est passé depuis le début des années 2000 et la montée en puissance de cette surveillance de masse poussée notamment par la NSA. La réalité est évidemment un petit peu plus compliquée. Elle est un peu plus compliquée et de toute évidence, les Européens aiment bien aussi une forme de surveillance de masse. Il suffit de regarder par exemple ce qui s'est passé avec le PNR, le Passenger Name Record, qui a été adopté aux États-Unis dans la foulée du 11 septembre, qui a été incroyablement critiqué. Il faut reconnaître quand même qu'un texte dans lequel on demande aux compagnies aériennes de livrer une quarantaine de données personnelles sur les voyageurs, dont par exemple la nature des plateaux repas commandés à bord, pour savoir si les personnes mangent halal, kasher, on peut imaginer les dérives qui peuvent être liées à ça, a été évidemment ce texte incroyablement critiqué par l'Union européenne. On a passé une décennie à démolir ce texte et à expliquer en réalité que les Américains étaient les pires des pratiquants de la surveillance de masse. Et puis finalement, le PNR, on l'a choisi nous aussi, et on a un PNR au sein de l'Union européenne désormais également, et on en est très fiers. Donc finalement, tout ça pour dire que cette opposition entre nous gentils Européens qui protégeons les données personnelles et les méchants Américains qui font de la surveillance de masse, c'est pas tout à fait peut-être aussi simple que ça. Alors, en pratique, ce sujet, il est très important quand même, la question des transferts de données, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour garantir un transfert de données, notamment vers des entreprises américaines, dans des conditions qui soient légalement acceptables. Bon, ça, c'est le premier sujet identifié, et j'y reviens dans la deuxième slide avec les implications juridiques. Le deuxième sujet identifié, c'est la question de la cybersécurité hardware, software, et simplement un exemple de ça, c'est l'affaire Pegasus. L'affaire Pegasus, on en a tous entendu parler. Elle est revenue il y a quelques jours au travers d'un article dans le journal Le Monde que j'ai trouvé très intéressant, puisque manifestement, l'Élysée et Matignon souhaitent se doter de nouveaux téléphones sécurisés pour remplacer les bons vieux combinés qui ont fait la gloire de certains journaux à l'époque d'Alexandre Benalla quand est sortie l'affaire Benalla part avec son théorème, vous savez, ce téléphone à clapper là, absolument extraordinaire, sécurisé, dont personne ne veut au sommet de l'État. C'est une complexité d'utilisation extraordinaire. Alors évidemment, quand l'affaire Pegasus est sortie et qu'on s'est rendu compte que le téléphone d'Emmanuel Macron, notamment parmi des milliers d'autres téléphones, avait été infecté, tout le monde s'est dit mais comment se fait-il que le chef de l'État a été infecté par Pegasus ? On a envie de poser une autre question. Comment se fait-il qu'il ait un iPhone entre les mains ? C'est peut-être ça quand même la véritable question. Dans les entreprises, on parle beaucoup du BYOD, vous savez, le Bring Your Own Device, c'est le cauchemar des RSSI. Enfin, au sommet de l'État, on a le même problème, fondamentalement. Et aux États-Unis, Barack Obama a été le premier président à qui on n'a pas pu arracher son iPhone des mains. Et comment voulez-vous arracher des mains le smartphone du chef de l'État? C'est juste pas possible. Donc il veut son iPhone, il a son iPhone. Et effectivement, aujourd'hui, on a un problème de souveraineté, hardware, software, qui est assez bien illustré finalement par cet enjeu Pegasus. Parce que qu'est-ce qu'on va mettre d'autre dans les mains de notre chef de l'État, à part un téléphone iOS ou Android? Si on veut rester face à quelque chose de, on va dire, d'efficace, d'ergonomique, de simple, de rapide, et on sait très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de décisions au sommet de l'État se prennent via les réseaux sociaux, et c'est un véritable questionnement quand même, on peut le dire. Et puis il y a une question qu'on n'a pas du tout abordée, heureusement, il y a un petit peu d'innovation quand même, une question qu'on n'a pas du tout abordée, c'est celle du Web 3. Le Web 3 et la décentralisation, la vraie décentralisation, c'est-à-dire la décentralisation politique, technique, liée aux solutions Web 3 et à la blockchain. Et là, on s'interroge sur fondamentalement, est-ce que la souveraineté est soluble dans le Web 3? Est-ce qu'on n'a pas une menace ici absolument majeure sur ce qui fait le fondement même de notre état de droit, c'est-à-dire une forme de contrôle par la puissance publique, des ressources fiscales aussi, parce que le Web 3 permet un évitement de l'impôt assez facile. Et donc là aussi, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Alors, on va essayer de mettre ces trois sujets en lien avec des interrogations juridiques. Sur le premier sujet, comment transférer les données dans un monde dangereux, on voit qu'on a tâtonné, c'est le moins qu'on puisse dire. On a tâtonné, on a eu le Safe Harbor, on en a parlé, premier accord d'échange avec les États-Unis, à sens très unique, mis à terre par la décision de la Cour de justice en 2015. On a eu le Privacy Shield,
mis à terre par la décision de 2020 de la Cour de justice. Il reste quoi? Il reste aujourd'hui finalement il reste les clauses contractuelles types, ce qui permet aux entreprises d'aller expédier entre guillemets leurs données à l'étranger tout en garantissant la protection offerte par le RGPD. Donc ça en soi c'est une solution acceptable, mais le problème aujourd'hui il est entre les lignes. Si vous allez sur le site de la CNIL, je trouve ça assez génial de la part de la CNIL, qui fait très bien son boulot au demeurant, mais on voit que parfois elle est face aussi à des difficultés assez insolubles. Quand vous allez sur le site de la CNIL et que vous regardez aujourd'hui la page sur les clauses contractuelles types, donc ce qui permet en pratique à une entreprise, par exemple, d'aller envoyer ses données à Madagascar à un call center. Voilà, Madagascar n'est pas un pays adéquat, donc il faut des clauses contractuelles types, très bien. Donc on signe un contrat avec le sous-traitant et dedans on met des clauses qui imposent au sous-traitant de respecter le RGPD, pour faire simple. Eh bien, la CNIL dit, voilà, ça c'est une très bonne solution, les clauses contractuelles types, etc. Et puis, petit paragraphe pour vous dire, mais attention, hein, si vous envoyez les données vers les États-Unis, en gros, il faut étudier vraiment pour savoir si aux États-Unis ça peut être respecté ou pas. De fait, on sait que c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est ce qu'on a dit pour faire simple avec FISA. C'est pas possible. Avec le Cloud Act, c'est pas véritablement possible. Ça veut dire quoi? Par exemple, protéger les intérêts publics américains. Est-ce que ça veut dire que s'il y a des données concernant Airbus et Industrie qui arrivent sur un cloud auquel un juge américain peut donner accès, est-ce que ça veut dire qu'il faut les donner à Boeing? J'en sais rien, moi, les intérêts publics américains, c'est large, non? Vous ne trouvez pas? Donc aujourd'hui, c'est globalement aux entreprises, c'est dingue, c'est aux entreprises de faire en gros leur étude de risque. C'est très RGPD ça. Mais la CNIL est aussi dans une situation politiquement assez compliquée. On ne peut pas dire finalement ce qu'on devrait dire, c'est-à-dire si vous confiez vos données à une entreprise américaine, partez du principe que, de fait, et ce n'est pas de l'anti-américanisme primaire, il y a un risque, c'est comme ça, c'est la loi américaine, on n'y peut rien. Bon, ça, la CNIL ne peut pas vraiment le faire. On ne peut pas vraiment le faire, d'autant plus que dans l'intervalle, le Health Data Hub, dont on a parlé tout à l'heure, a été prolongé jusqu'en 2025. Donc on ne peut pas dire finalement aux entreprises, ne faites pas ce que le gouvernement fait. Ce n'est pas tout à fait admissible non plus. Est-ce qu'on peut construire une souveraineté européenne? Est-ce que c'est une utopie? Alors, effectivement, je pense que promouvoir le travail des PME, c'est évidemment absolument fondamental pour la construction d'une souveraineté européenne. Moi, j'avoue que j'ai longtemps été assez défaitiste vis-à-vis de ce sujet de la souveraineté hardware, software. Et puis cet été, je n'ai pas de boule de cristal, mais voyant quand même que le marché des cryptos était un peu tendu, on va dire ça comme ça, je crois que j'ai bien fait, j'ai mis mes cryptos dans un ledger. Et en achetant un ledger, j'ai acheté pour la première fois, et eu entre les mains pour la première fois depuis, en fait je crois le Minitel, un objet sur lequel il était écrit « conçu, fabriqué en France ». Technologique et grand public, je veux dire, au tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui, pour parler d'un portefeuille froid de cryptoactifs, on parle de ledger en fait, ce qui est plutôt chouette, et c'est vraiment la démonstration qu'effectivement, il y a une forme de souveraineté possible, et on peut en être extrêmement fier. Ce qui nous amène sans aucune forme de transition à la régulation du Web3. Le Web3, schématiquement, met en péril potentiellement la puissance publique pour plein de raisons. Pour plein de raisons, notamment pour des raisons essentiellement économiques. C'est de dire, en gros, vous avez des échanges qui sont sur la blockchain. Ces échanges, vous pouvez très facilement générer de la plus-value. Cette plus-value, vous pouvez très facilement faire en sorte qu'elle échappe à l'impôt. C'est assez simple. Aujourd'hui, si vous avez eu la bonne idée d'investir dans le Bitcoin il y a 10 ans de ça, et que vous êtes millionnaire, vous avez le choix en gros entre payer 30% de taxes en France, vous aimez beaucoup votre pays, ou alors vous pouvez devenir résident fiscal à Malte par exemple, 6 mois et 1 jour, et puis le taux d'imposition là-bas est de 0. Enfin, il est de 0 aussi dans plein d'autres pays de l'Union européenne. Donc on comprend bien que comme ça, évidemment, la souveraineté, un jour, elle va finir peut-être par se retrouver avec un réservoir à sec, plus d'impôts, plus de finances, plus d'État. Évidemment, tout ça n'est pas vraiment favorable à mon avenir de maître de conférence en droit public. Vous l'aurez compris, il va falloir que je trouve une réorientation. La bonne nouvelle, c'est que cette année, il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles. Alors, il y a eu FTX, il y a quelques semaines, cette énorme plateforme d'échange de cryptoactifs qui s'est cassé la figure au-delà de l'entendement. On a découvert que Sam Bankman-Fried, qui avait l'oreille attentive, notamment du Congrès américain,
Bon, globalement, il semblerait qu'il soit un peu parti avec la caisse, ou en tout cas avec une partie de la caisse. Il y a eu l'affaire Terra Luna, un stablecoin, dont on a découvert qu'en fait il n'était pas stable, ce qui est le cas en fait de beaucoup de stablecoins. Un stablecoin, c'est une monnaie virtuelle qui est censée être indexée sur le dollar, mais pour ça, il faut qu'il y ait des réserves suffisantes derrière, évidemment, et ces réserves, si elles n'existent pas et que tout le monde veut retirer son argent en même temps, le système s'écroule, c'est du Madoff, tout simplement. Bon, bref, toutes ces péripéties ont montré une chose, c'est que l'État a sa place, qu'il faut une régulation, effectivement. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, il y a quelques jours, je déjeunais avec un ami qui a été un vrai cypherpunk de la première heure, on va dire ça comme ça. C'est un vrai libertarien, pro-Bitcoin. Et puis, entre deux bouchées de son steak frites, il me disait, tu sais Marcel, il faut une régulation. Toi, tu veux une régulation? Ouais, il faut une régulation. Il y en a marre, là, on n'est plus crédible. Il faut une régulation. Donc je me dis, si même les libertariens cypherpunk veulent une régulation, c'est que voilà, le moment est venu pour la puissance publique d'agir. Alors, sur ces trois sujets, quelles sont les pistes de solutions? Et je vous avais dit, c'est très Ikea comme présentation. Les trois solutions, eh bien, d'abord, il y a la question du Privacy Shield 2. Alors, effectivement, les États-Unis ont adopté un décret cette année, un décret qui, on va dire, rend possible la conclusion d'un Privacy Shield 2, c'est-à-dire la possibilité pour l'Union européenne d'accepter à nouveau que des entreprises exportent plus facilement leurs données vers les États-Unis simplement en signant un accord à la Chambre américaine de commerce. Ce Privacy Shield 2, soyons clairs, j'y crois. Alors je crois à son adoption. Je ne crois pas du tout en sa pérennité, c'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que clairement, il y a eu un Max Schrems 1 avec le Safe Harbor, il y a eu un Max Schrems 2 avec le Privacy Shield, il y aura un Max Schrems 3 sur le Privacy Shield 2, ou quel que soit le nom qu'on lui donnera à cet accord. Toujours est-il que dans l'intervalle, pour les entreprises, il y a un risque juridique qui est extrêmement important. Et ce risque juridique fait que certaines entreprises, elles ont bien raison, réfléchissent autant que possible à essayer d'éviter les transferts internationaux de données. On ne peut jamais éviter les transferts internationaux de données, mais en tout cas essayer de les limiter, veulent aussi du coup des solutions d'hébergement nationales, souveraines, et par là j'entends pas seulement situées territorialement au sein de l'Union, mais aussi sous pavillon européen. C'est très important, parce qu'il ne faut pas oublier que le Cloud Act, ce n'est pas la question de où sont stockées vos données. La question, c'est qui les stocke. Et donc, fondamentalement, il nous faut des acteurs européens, et je vais dans ce même sens, pour répondre aux besoins des entreprises. Et le marché est là, il n'attend que ça, d'une certaine manière. Les entreprises sont désireuses de ça. Et dans la région, OVH, par exemple, je pense, sont satisfaits à de nombreux égards. Sur la question de la cybersécurité, il y a la question de rendre cette cybersécurité réellement obligatoire, contraignante pour les entreprises. C'est-à-dire que pendant longtemps, en fait, on a lutté contre la cybercriminalité. En France, c'est la loi Godefroy, 1988 déjà. Et puis en 2013, avec la loi de programmation militaire, on a inventé les OIV. Vous connaissez, j'imagine, très bien. Et les OIV, ça a marqué une rupture parce que d'un coup, ce qu'on a fait, c'est plus simplement punir, réprimer le cybercriminel, mais c'est punir ceux qui, en termes de cybersécurité, n'avaient pas fait correctement leur boulot. En gros, cette fois-ci, on vient réellement imposer des obligations proactives de cybersécurité. Ça a tellement bien marché que ça a servi de source d'inspiration à l'Union européenne en 2016 dans la directive NIS. Et cette directive NIS, finalement, sur les opérateurs de services essentiels, a aussi tellement bien marché qu'on vient d'adopter il y a quelques jours la directive NIS 2. Et dans cette directive NIS 2, on va aller sanctionner beaucoup plus lourdement, avec des sanctions qui, calquées sur le RGPD, sont potentiellement de 10 millions d'euros, 2% du chiffre d'affaires. On va élargir aussi beaucoup le champ des entreprises concernées, les opérateurs de services dits simplement importants et plus simplement essentiels. Bref, je pense que l'Union européenne a clairement pris conscience de l'importance de cette cybersécurité technique, organisationnelle, d'imposer une proactivité sur le sujet. Et puis, à un tout autre stade de développement, parce qu'NIS 2, maintenant, c'est la réalité, on attend simplement la transposition pour 2024 au plus tard, mais
De l'autre côté, j'allais dire du chemin, tout au début du chemin, il y a le Cyber Resilience Act, dont on a beaucoup parlé, puisque le projet a été dévoilé il y a quelques jours. Et ce Cyber Resilience Act, lui, il vise à garantir une cybersécurité, notamment dans les produits, y compris les produits de consommation courante, type enceinte connectée, par exemple, qu'on va acheter. De fait, aujourd'hui, quand on achète un grille-pain, il y a des normes européennes qui s'appliquent. Et quand on achète une enceinte connectée, il n'y a pas de normes spécifiques sur la protection de la vie privée dans le design du produit. Alors même qu'il y a des risques, des menaces extraordinaires. Ce n'est pas tout à fait normal, on est bien d'accord. D'où l'importance d'aller beaucoup plus loin sur ce sujet de la cybersécurité au travers de ce Cyber Resilience Act. Et puis, pour terminer, il y a la question donc, de la blockchain. Et sur la question de la blockchain, là aussi, l'Union européenne agit. Il y a le règlement MiCA, Markets and Crypto Assets. Il y a le projet européen de blockchain, European Blockchain Partnership, dont l'Université de Lille, d'ailleurs, a été partenaire et qui a écrit un formidable livre blanc sur services publics et blockchain. Il y a le projet d'euro numérique. Alors tout ça part, si vous voulez mon point de vue, un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire, en gros, pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment attraper le sujet blockchain Web3. Donc on l'attrape principalement par les prestataires de services sur actifs numériques, parce que c'est la solution la plus simple. C'est la plateforme par laquelle vous achetez, vous vendez des crypto-actifs, c'est Binance, c'est Coinbase, c'est FTX, non il n'y a plus FTX. Bon bref, c'est par là qu'on va aller essayer d'attraper ça. C'est finalement ce qu'on a fait en France dès 2019 avec la loi Pacte. Bon, on est de ce point de vue-là au début de quelque chose, mais ça ne solutionne pas tous les problèmes. Enfin, concrètement, je veux partir au Panama avec des millions, je prends mon ledger et je pars au Panama. Enfin, j'ai le portefeuille froid, comment voulez-vous le tracer jusqu'aux dernières nouvelles, vous allez à la FNAC, vous achetez un ledger, il n'y a pas besoin de donner votre passeport. Donc là, on a un vrai problème aussi de traçabilité et de contrôle, y compris de fiscalité d'ailleurs. Le partenariat européen pour la blockchain, l'euro numérique, tout ça, c'est très bien. Mais je voudrais quand même peut-être souligner un petit questionnement qui est quel est le contrôle par la puissance publique sur cette blockchain. En fait, en tant qu'enseignant de droit public, ce qui m'intéresse, c'est le droit administratif, le service public, et à chaque fois, il y a un point commun, c'est il y a un contrôle par la personne publique. Quel est le contrôle qu'on peut avoir sur la blockchain, sur l'euro numérique? Et de fait, si par exemple l'euro numérique est un euro complètement contrôlé par la puissance publique, c'est plus vraiment de la blockchain. Enfin, c'est plus de la blockchain au sens politique. C'est un registre distribué, c'est une base de données distribuée, mais c'est plus vraiment de la blockchain. En fait, la blockchain peut être soit un outil formidablement libertarien et mettre à mal la souveraineté, soit ça peut être un outil de surveillance de masse extraordinaire en réalité, entre les mains de la puissance publique. Pensez au yuan numérique, par exemple. Et donc on voit bien que c'est un poncif, mais la technologie, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle n'est ni pour ni contre la démocratie, ni pour ni contre la souveraineté, ça dépend un peu de ce qu'on en fait, fondamentalement. Et on voit que sur le sujet de la blockchain, j'ai l'impression qu'on est un peu au stade de la réflexion qu'on avait vis-à-vis d'Internet dans les années 90, et c'est quand même assez fascinant. Et je voudrais finir simplement sur le contrat social, évidemment. Pourquoi Jean-Jacques Rousseau ? Tout simplement parce que, il faut toujours remettre un peu de Jean-Jacques Rousseau à la fin d'une intervention, surtout après la blockchain, ça fait une transition nette et marquée. Tout simplement parce que Jean-Jacques Rousseau nous rappelle pourquoi nous sommes une société. Parce que nous acceptons qu'un certain nombre de libertés soient restreintes au profit des libertés des autres, tout simplement. C'est ça le contrat social, basiquement. On accepte de payer des impôts aussi pour financer des services publics. Et toute la question, c'est est-ce que ce contrat social, il est soluble dans le monde numérique tel qu'il se dessine. Et on voit bien effectivement qu'il y a un certain nombre d'enjeux absolument majeurs. Le Web3, c'est un de ces enjeux-là. Il y a à la fois des solutions, on parlait de données personnelles, mais il y a des protocoles qui permettent effectivement, pourquoi pas, de tokeniser ces données personnelles, de récupérer la main dessus, de pouvoir les commercialiser en tirant des profits, se débarrasser un peu de ce Web2, de la gratuité qui nous embête. Mais dans le même temps, il y a aussi toutes ces menaces de déstructuration sur le service public, perte de financement, etc. Qui doit trouver l'équilibre ? Le régulateur, évidemment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on s'en saisit, notamment au niveau de l'Union européenne, parce que c'est une question de légitimité, tout simplement, de nos institutions et de leur avenir et de leur pérennité. Merci beaucoup. Merci. J'ai une première question, c'est
est-ce qu'on ne risque pas justement ce passage dans le Web 3, tel que vous le définissez, beaucoup plus financiarisé, une fragmentation de l'Internet? Oui, en fait, ce que je vois dans le Web3, alors encore une fois, il faut être prudent sur les termes, hein, parce que je sais aussi que les informaticiens, par exemple, n'utilisent pas forcément le terme de Web 1, Web 2, Web 3, comme peuvent l'utiliser les journalistes ou les juristes. Donc pour nous, globalement, le Web 1, c'est le web où on accède de l'information. Le 2, ben, on peut aussi publier, et puis le 3, on peut posséder, quoi, tout simplement. Sous cet angle-là, le Web 3. Effectivement, le risque, c'est d'aboutir potentiellement à une plutocratie, effectivement. On voit bien que dans les protocoles blockchain, ce qui l'emporte aujourd'hui, c'est la preuve d'enjeu. La preuve d'enjeu, c'est les plus puissants, les plus riches, ceux qui détiennent une partie importante des jetons, qui prennent les décisions, effectivement, pour le meilleur ou pour le pire, d'une certaine façon. Et ce qu'on voit par contre, c'est que ça évince complètement l'action publique, pour le coup. On le voit par exemple avec, si vous prenez Power Ledger par exemple, avec la question de la gestion des flux énergétiques. On voit bien qu'il n'y a plus d'influence publique là-dedans. On le voit aussi avec des protocoles comme Océan, par exemple, sur la gestion des données personnelles. Bon, effectivement, c'est la communauté qui décide. C'est bien de dire que la communauté décide, mais en réalité, la communauté, c'est celle des influences, c'est celle de ceux qui ont stacké des jetons, fondamentalement. C'est eux qui décident. Donc, est-ce qu'on ne va pas remplacer la démocratie par la plutocratie ? C'est le risque du Web3, fondamentalement. Et je ne crois pas que la puissance publique ait vraiment pris conscience pleinement des potentialités parfois très néfastes offertes par le Web3. Aussi peut-être tout simplement parce qu'il y a une prudence et que tant qu'on ne sait pas vraiment où on va, parce que tout ça aussi peut peut-être n'être que de la science-fiction, on n'a pas envie de réguler trop. On est dans cette phase un peu attentiste, comme avec Internet dans les années 90. Est-ce qu'il y a des questions autres? Merci pour ces précisions et effectivement cette intervention presque militante sur le Web3 et les crypto-assets. J'aurais juste une remarque par rapport à ça. Lorsqu'il a été question pour Mark Zuckerberg de créer sa propre monnaie, le Libra, la levée de bouclier des gouvernements et des banques centrales a été immédiate. Quand je dis immédiate, 24 heures. Wall Street Journal, Bruno Le Maire dit « ça ne passera pas ». Semaine suivante, Federal Reserve. Semaine d'après, Banque Centrale Européenne. Quelques semaines plus tard, le projet a été quasiment désarticulé en vol, puisque tous les partenaires, PayPal, Visa, Master, se sont échappés de ce projet qui a été rebaptisé Diem et qui a été lui aussi désintégré progressivement. Donc je dirais que quand il est question des fonctions régaliennes des États, la réaction est immédiate. Que sur les quelque part, ce qu'a dit Christine Lagarde, sur les crypto-assets, elle a dit tout ça pour moi est hautement spéculatif. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a 5000 crypto-monnaies différentes. On est à ce niveau-là à peu près, donc plusieurs milliers. Donc par définition, on voit bien que de la part des États, alors l'argument c'est le blanchiment, c'est effectivement les risques terroristes et autres, de ne plus être en mesure de les combattre. Mais je pense qu'il y a une défiance naturelle par rapport à ce qui est la fonction régalienne. Et s'il y a une fonction bien évidemment plus régalienne que les autres, c'est battre monnaie battre monnaie et lever l'impôt. Donc par définition, je crois que sur ce point-là, les États seront toujours immédiats, réactifs, etc. Est-ce que ça veut dire que Bankman-Friedman et la chute ou le naufrage qui annonce la fin de l'écosystème crypto, moi je n'irai pas jusque-là. Je ne pense pas. Mais il est vrai qu'il y a une nécessité effectivement de réorienter de façon un peu plus rigoureuse et disciplinée. Ce qu'a dit l'ancien auditeur d'Enron qui a été amené à travailler sur la société FTX, c'est qu'il n'a jamais vu une société gérée aussi mal et de façon aussi amateur de toute sa vie. Il donnait des ordres par smiley. Hein. Voilà, exactement. C'est un truc, il faut des ordres qui pouvaient impliquer des centaines de millions de dollars, voire des milliards. C'est délirant. Donc qu'à un moment donné, vous parliez du fait qu'il n'y avait pas de régulation claire par rapport à certains types d'objets, etc. Il est évident que le fait qu'il n'y ait pas une régulation de type proche du domaine bancaire pour les crypto-assets, c'est une anomalie. Et je pense que ça ne pourra pas durer. Voilà, c'était juste ma remarque. Oui, et je voudrais juste rajouter un petit point, c'est effectivement que quand on parle de crypto-assets, il faut clairement, à mon avis, séparer les crypto-monnaies des crypto-actifs
utilitaire notamment, parce que fondamentalement, il y a par exemple, on parlait de cloud, si vous prenez un certain nombre de solutions comme Internet Computer, le NKN, etc., qui sont des jetons qui permettent en synthèse de refaire naître un service de stockage pair à pair, avec une rémunération des utilisateurs en jetons finalement. Et on est là au retour des années 90 finalement d'une certaine manière, mais en rajoutant une couche qui est la couche économique, effectivement, qui est loin d'être neutre. Mais potentiellement, ça pourrait éventuellement, faut être toujours très prudent, j'aime bien finir toutes mes phrases par ou pas quand je parle de la blockchain, ça pourrait éventuellement concurrencer Amazon Web Services, par exemple, en termes de stockage cloud. Et ça pourrait solutionner un certain nombre d'enjeux. Mais si vous allez regarder le livre blanc de NKN, par exemple, New Kind of Network, vous voyez qu'il se pose déjà les questions de régulation, de contenu, de qu'est-ce qu'on fait si on a du contenu pédopornographique, par exemple, qui va aller le retirer, puisque par définition, c'est décentralisé. Donc, qui va avoir l'autorité pour retirer ce contenu? C'est ça, effectivement, aujourd'hui, la limite, clairement. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réflexions à partager? C'est bon pour tout le monde? Eh bien, merci pour l'invitation. Merci à vous, merci de votre intervention, très intéressante, on approfondira, on peut applaudir. Donc, on parlait de régulateurs, on parlait d'État, on va inviter les représentants du ministère de l'Intérieur. Donc, qui doivent opérer un peu cette souveraineté au moins nationale, si ce n'est, et protéger notre patrimoine économique, je crois. Tout à fait. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, merci au CITC de nous recevoir aujourd'hui pour vous faire une présentation qui s'inscrit dans la continuité des thèmes du